Il arrive souvent que certaines séries de comic books aient un numéro 0, même si celui-ci apparaît après le numéro 1. Généralement, il a pour but d'expliquer les origines ou une facette des origines du héros. Si je veux te parler comics et super-héros dans cette chronique, il est temps que moi aussi je t'explique l'origine de ma passion. Et puisque cette raison est en partie liée à la publication des super-héros en France, je vais te parler de la publication des super-héros en France. Mais avant, quelques nananas. Petit historique. Superman, le tout premier super-héros, apparaît en juin 1938 aux États-Unis. Et il n'a vraiment pas attendu longtemps avant de débarquer en France. En même temps, il vole super vite, c'est normal. Enfin, c'est pas normal de voler super vite, mais s'il le fait, c'est normal qu'il mette pas beaucoup de temps avant d'arriver en France. Ah oui, petite parenthèse, qui dit comics ne dit pas forcément super-héros. En effet, Walking Dead est une série de comic books. Pourtant, tu n'y verras aucun personnage arborer fièrement une cape ridicule ou un masque qui coulole. Un comic book est une bande dessinée américaine, comme le manga est une bande dessinée japonaise. Néanmoins, l'industrie des super-héros aux États-Unis est une part importante des comics. C'est pour ça que par facilité, on utilise parfois le terme comics pour désigner une bande dessinée traitant de super-héros américains. Je dis américains parce qu'il existe évidemment des super-héros français créés par des auteurs français, ou des super-héros italiens créés par des auteurs italiens. Mais là pareil, je vais me contenter de parler des super-héros originels, des super-héros les plus connus et donc des super-héros américains. America! Et même si je parle de la publication des comics en France, je ne vais pas non plus m'attarder sur toutes les influences que notre beau pays a eues sur le genre super-héroïque bien avant l'arrivée de Superman. Voilà, le cadre est posé, on continue. Superman apparaît donc dès 1939 dans les pages de Spirou en Belgique et dans le périodique Aventure en France. Et dès ce moment, les ennuis commencent. Effectivement, nous sommes en 1939, année tragique puisqu'un séisme de magnitude 8.3 a fait 28 000 victimes au Chili cette année-là. Et il y a eu aussi la guerre, je crois, non Adolf Hitler... Ah oui, 1939 quoi. C'est donc dans ce climat délétère que Superman débarque en France. Superman, le surhomme. Il faut savoir qu'Aventure était publié par la SAGE, dirigé par Ettore Carrozzo. Ettore Carrozzo qui était un immigré italien antifasciste. Et cet homme a donc permis la publication du surhomme, Superman. J'imagine qu'il a emprunté quelques raccourcis pour se dire que les nazis détenaient le monopole du surhomme, et que donc ce concept devait être fui à tout prix. Car effectivement, en France, Superman n'a pas été publié sous le nom de Superman. Il s'appelait Yordi. Yordi. Superman n'est pas le seul super-héros à avoir vu son nom modifié. Notre chevalier noir préféré, par exemple. Il s'appelait les Ailes Rouges. Si, en 1940, sa cape était rouge. En France, en tout cas. Et en 1941, lorsque les États-Unis entrent en guerre, les super-héros puisqu'américains sont interdits en France. Parce qu'elle était occupée. À faire la guerre, oui, mais aussi par les nazis. Il faudra attendre la libération pour voir de nouveau poindre le bout du nez de nos encapés. À l'époque, par exemple, Batman se vendra à 300 000 exemplaires par numéro, ce qui est énorme. Et pas que pour l'époque, c'est vraiment énorme. Du coup, logique, en 1949, on censure. Et c'est pas logique du tout. En fait, le 3 juillet 1949, la loi 49-956 relative aux publications destinées à la jeunesse est votée. Cette loi stipule que les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés crimes ou délits, ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, blablabla. La commission en charge d'appliquer cette loi voit donc les super-héros d'un très mauvais œil. Au même titre que la science-fiction d'ailleurs. C'est sûr, comment les enfants peuvent s'intégrer au monde du travail s'ils pensent que les hommes peuvent voler ou courir plus vite que la vitesse du son? Et entre nous, ces mecs qui portent des masques là, enfin je veux dire, ce sont les gangsters braqueurs de femmes et violeurs de banques qui mettent des masques et des cagoules. C'est donc tout à fait à juste titre que les super-héros sont censurés. Non mais... Bon, sans rentrer dans les détails, tout ça s'assouplit pour avoir un impact bien moindre vers le milieu des années 60. Mais la loi existait et existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. En 1967, la Sage Édition publie de nombreux magazines regroupant les histoires de nos super favoris. Ils ont l'excellente idée de publier ces histoires dans l'ordre chronologique. Bon, après les séries changent souvent de magazines qui eux-mêmes changent de format et paraissent irrégulièrement, mais au moins, même si on ne sait plus quoi lire en premier et quand le lire, les séries sont publiées dans l'ordre.
En parallèle, Reddit publie d'autres super-héros DC et quelques Marvel. Mais un autre problème se pose. Prenez ce DC Flash par exemple. J'ai sans doute eu la même réaction que toi quand je suis tombé dessus dans un vide-grenier. Oh, DC Flash trop cool, de vieilles aventures de Flash publiées en France, bien sûr. Sauf qu'au sommaire de ce magazine, on retrouve les Outsiders et Firestorm. Et pas de Flash. Et là, janvier 70, la naissance de Lara Fabian, la création du SMIC, et ce n'est pas du tout de ça dont on parle maintenant. Les éditions Lug publient le premier numéro de Strange, qui est un succès immédiat. Ce magazine regroupe les aventures des Uncanny X-Men, d'Iron Man, du Surfeur d'Argent et de Daredevil. Que du Marvel donc. Le succès de Strange est en partie dû au fait qu'il ne multiplie pas inutilement les séries et les magazines. Il est donc beaucoup plus facile de s'y retrouver, même si la censure est toujours là et que quelques couacs de publication sont présents, mais rien de dramatique. Bref, l'impact de Strange sur le lecteur de comics français est très fort. Lug a réussi à fidéliser bon nombre de petits français. Une fidélisation pour Marvel qui se ressent encore aujourd'hui. Car en 1997, lorsque Marvel rachète Panini et récupère les droits des super-héros Marvel en France, Strange décide de publier du DC Comics. Eh bien, les lecteurs français préfèrent davantage suivre les aventures des 4 Fantastiques plutôt que de continuer à lire du Strange. C'est donc bien Marvel qui ravit le lecteur, et pas le magazine dans lequel on en trouve les aventures. Lug, qui est d'ailleurs devenu Semic, abandonne Strange, mais publie de nouveaux magazines dans lesquels on peut lire la JLA, Batman, Superman, Wildcats, Spawn, etc. DC se vend, mais peine à décoller. Et en 2005, Panini devient le leader incontesté des comics en France, en récupérant les droits des super-héros DC, dont il peut ajouter les publications à son catalogue Marvel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Panini a longtemps appartenu à Marvel France et accorde donc moins d'importance à l'univers DC, d'autant plus qu'il n'est pas certain de son succès dans l'Hexagone. Du coup, sur les étalages français, on a le choix entre la quasi-totalité des publications Marvel contre seulement 3 magazines de DC, Batman, Superman et DC Universe. De base, l'univers DC est difficile à appréhender. Il fourmille d'univers parallèles et de continuités diverses. Des univers qui ont été créés, puis détruits, puis recréés tout au long de l'histoire de la firme. Du coup, avec ces 3 seuls magazines publiés en France, l'univers DC est une nouvelle fois difficile à suivre, malgré les explications parfois confuses en début de numéro. Bon, comme je l'ai dit, à la décharge de Panini, il est vrai que les années précédentes n'ont pas vu une explosion formidable des super-héros DC en France. Mais est-ce que Panini avait la motivation suffisante pour vraiment changer la donne ? En 2010, le public français assiste à la mort de Batman et Panini profite de son enterrement pour publier le premier numéro de Batman Universe. C'est un énorme succès. Rappelons que The Dark Knight, l'excellente adaptation de Christopher Nolan, est sortie en 2008 et a aussi été un carton, ce qui peut sans doute expliquer une partie du succès de ce magazine. Et c'est alors qu'en 2012, Dargo récupère les droits de DC et fonde Urban Comics. Urban Comics qui aura pour mission, entre autres, d'éditer et de diffuser largement DC en France. Ils ont eu un sacré coup de bol parce que c'est sensiblement à la même période que DC décide de relauncher son univers aux États-Unis. Un nouveau départ pour DC aux États-Unis, un nouveau départ pour DC en France. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Ah oui, tu auras remarqué que je parle davantage de DC que de Marvel. Et pour cause. C'est parti, on va parler de moi. Je suis né en 1990, et j'ai commencé à me souvenir en 1993, à la naissance des Minicums. Dans ma toute petite enfance, enfin avant mes 7 ans, j'ai évidemment regardé la télé. Cet écran 4/3 m'a marqué de bien des manières. Les Visiteurs m'ont amusé, Jurassic Park m'a terrorisé, Didier Lambrouille m'a interloqué, K2000 et Code Quantum m'ont fait voyager, et Batman et Superman m'ont fait rêver. Alors bon, en replongeant concrètement dans mes souvenirs, je ne peux que constater que Ceci a bien vieilli. En considérant que George Clooney vieillit bien, eh bien, je peux dire que Lois et Clark, c'est plutôt Val Kilmer. Par contre, ça... Oh bon Dieu, j'en ai encore des frissons. Ce dessin animé est tout simplement dantesque, n'a jamais et ne sera jamais égalé. Point, fin du débat. Y a pas de débat d'ailleurs. S'il y a bien une vérité dans ce monde, c'est que Batman la série animée est exceptionnelle. Elle a bouleversé toute une génération, la mienne. Et maintenant cette génération est majeure et peut aller dépenser son fric dans les aventures de son chevalier noir adoré. Ajoute à ça le succès des films de Tim Burton et plus récemment le succès de la trilogie de Christopher Nolan,
Et tu te rends compte que Batman fait vendre. Et Urban Comics l'a bien compris puisque le super-héros dont il développe le plus l'univers au rythme de ses parutions, c'est bien celui du Chevalier Noir. Il n'empêche que si l'enfant que j'étais avait pu voir un étalage rempli des aventures de Batman, Superman et autres membres de la Justice League, il aurait sans doute demandé quelques francs à sa maman pour pouvoir s'en acheter. Mais à l'époque, la mode n'était pas aux super-héros. En France, et ce depuis longtemps, on parle davantage des super-héros en les parodiant. Bon, c'est de moins en moins le cas, mais c'est vrai que la parodie est toujours présente. Y a qu'à voir ces pubs toutes récentes qui passent à la télé. C'est quoi ce que je viens de voir passer super vite? On est en train de télécharger notre présentation de 14h. Vous aimez les vêtements saillants? Tout ce qui est très près du corps? Pourquoi? Parce que j'arrête. Bon, ne soyons pas obtus, c'est marrant. Néanmoins, cette pub illustre bien la tendance à la moquerie, plus ou moins gentille, dont les super slips sont victimes dans l'Hexagone. D'ailleurs, moi aussi, quand je lisais du super-héros à l'adolescence, je lisais de la parodie. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, la parodie est souvent une très bonne chose. Mais si le lecteur n'a pas connaissance du matériau de base, son opinion peut rapidement être biaisée. Le super-héros étant assimilé à une moquerie, il peut alors passer à côté de la richesse certaine du genre. Mais voilà, les années 2000 ont vu l'explosion d'effets spéciaux convaincants au cinéma. Des effets spéciaux qui permettent désormais aux super-héros de voler avec panache, ou d'exécuter des acrobaties défiant toute vraisemblance mais qui, putain, sont tellement jouissives à regarder. Le super-héros peut enfin s'éclater à l'écran et nous éclater la rétine. Pour ma part, c'est en voyant l'exceptionnel The Dark Knight en 2008 et le non moins exceptionnel Watchmen en 2010 que ma passion d'enfant pour les super-héros a ressurgi. En effet, le premier comic book que j'ai acheté, c'était Watchmen, parce que je voulais comprendre d'où venait ce film et voir s'il respectait l'œuvre originelle. La révélation a été telle que je me suis dit pourquoi pas continuer. C'est vrai, The Dark Knight adopte un ton très réaliste qui ne colle pas vraiment avec le souvenir que j'avais de Batman. J'étais bien loin de la réalité. Et donc là, tu te rends compte que cette passion ne date pas vraiment de mon enfance, bien qu'elle en contenait les germes. Ça fait seulement 5 ans que je lis des comics. Un comic book, c'est pas forcément cher. Mais quand tu commences à les acheter par 10, là ça commence à poser problème et il faut se limiter. C'est pourquoi je lis essentiellement du DC et très peu de Marvel. Il faut dire que ce sont les super-héros DC qui ont bercé mon enfance, et même si la firme n'est pas à plaindre, c'est vrai qu'elle se classe derrière Marvel en termes de vente. Et j'ai un faible pour les plus faibles. Ainsi donc, ma connaissance dans ce domaine est encore à parfaire, et c'est peu de le dire. C'est pour ça que, quand je te parle de super-héros, c'est vraiment en toute humilité. Je veux te faire découvrir, comme je l'ai découvert, un genre qui, enfin, se démocratise correctement en France. Un genre qui est beau, riche et intelligent à tout point de vue. Lis des super-héros, bordel de merde. Avant de terminer, je tiens à te fournir la liste des sources qui m'ont permis d'abord d'enrichir mes connaissances et ensuite d'écrire ce numéro. Ces sources sont multiples. Bon, déjà, il y a mes lectures personnelles et mes quelques conversations avec les petits gars de chez Tibul Tome 2, une excellente boutique rennaise de BD, Coursi. Oui, même si t'habites à Marseille. Coursi. Je me suis également servi de plusieurs pages de Wikipédia, notamment celles concernant Panini, Lug et Semic, parce que même si Wikipédia est à prendre avec des pincettes, ce n'est pas une source à proscrire pour autant, n'en déplaise à certains universitaires. Certains articles et podcasts du site Comics Blog, l'article du site MDCU Pourquoi DC ne marche pas en France, le jour où les Américains ont débarqué du site lesruesdemontpellier.fr, et enfin, ma Bible, le bouquin qui m'a apporté de l'XP à vitesse grand V, pour Valentin. Super-héros, la puissance des masques de Jean-Marc Lenné. Je ne peux que te le recommander. J'ai inscrit toutes ces sources dans la description de cette vidéo, ne t'inquiète pas. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la partager autour de toi sur les réseaux sociaux, ramène du monde. Si tu as aimé cette vidéo et que tu as beaucoup d'argent, tu peux aller sur ma page Tipeee pour me filer un coup de main. C'est important, ça me permet de réaliser du contenu de qualité. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu as des choses à dire sur le sujet, n'hésite pas à la commenter. Je lis tous les commentaires sans exception et je prends un grand plaisir à le faire. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, tu seras ravi d'apprendre que je ne compte pas m'arrêter là. Il y a de nombreux héros dont j'ai envie de parler sous différents aspects. On parle de moi? Putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah écoute Valentin, j'aime beaucoup ta chronique. Mais je trouve que tu parles pas assez de moi. Au fait, je suis Batman. Oui, bah c'est bon, je t'avais reconnu. Alors? Quoi? Bah, tu l'as fait quand, ma pas de chronique? Mais j'en sais rien, je sais même pas si je vais faire une chronique sur toi, moi. Écoute mon petit bonhomme, si tu veux pas tâter de mon bas de poing, va falloir que tu m'en fasses une, et fis ça. Et une de bas de qualité. Ok, d'accord.
Ok, d'accord, c'est bon, je vais t'en faire une. C'est la basse vérité, hein. Oui, c'est la bas de vérité. Bah t'as bien raison. Pas de Flash. Et là, janvier 70, la naissance de Lara Fabian, la création du SMIC, et ce n'est pas du tout de ça dont on parle maintenant. Les éditions Lug publient le premier numéro de Strange, qui est un succès immédiat. Ce magazine regroupe les aventures des Uncanny X-Men, d'Iron Man, du Surfeur d'Argent et de Daredevil. Que du Marvel donc. Le succès de Strange est en partie dû au fait qu'il ne multiplie pas inutilement les séries et les magazines. Il est donc beaucoup plus facile de s'y retrouver, même si la censure est toujours là et que quelques couacs de publication sont présents, mais rien de dramatique. Bref, l'impact de Strange sur le lecteur de comics français est très fort. Lug a réussi à fidéliser bon nombre de petits français. Une fidélisation pour Marvel qui se ressent encore aujourd'hui. Car en 1997, lorsque Marvel rachète Panini et récupère les droits des super-héros Marvel en France, Strange décide de publier du DC Comics. Eh bien, les lecteurs français préfèrent davantage suivre les aventures des 4 Fantastiques plutôt que de continuer à lire du Strange. C'est donc bien Marvel qui ravit le lecteur, et pas le magazine dans lequel on en trouve les aventures. Lug, qui est d'ailleurs devenu Semic, abandonne Strange mais publie de nouveaux magazines dans lesquels on peut lire la JLA, Batman, Superman, Wildcats, Spawn, etc. DC se vend mais peine à décoller. Et en 2005, Panini devient le leader incontesté des comics en France en récupérant les droits des super-héros DC dont il peut ajouter les publications à son catalogue Marvel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Panini a longtemps appartenu à Marvel France et accorde donc moins d'importance à l'univers DC, d'autant plus qu'il n'est pas certain de son succès dans l'Hexagone. Du coup, sur les étalages français, on a le choix entre la quasi-totalité des publications Marvel contre seulement 3 magazines de DC, Batman, Superman et DC Universe. De base, l'univers DC est difficile à appréhender. Il fourmille d'univers parallèles et de continuités diverses. Des univers qui ont été créés, puis détruits, puis recréés tout au long de l'histoire de la firme. Du coup, avec ces 3 seuls magazines publiés en France, l'univers DC est une nouvelle fois difficile à suivre, malgré les explications parfois confuses en début de numéro. Bon, comme je l'ai dit, à la décharge de Panini, il est vrai que les années précédentes n'ont pas vu une explosion formidable des super-héros DC en France. Mais est-ce que Panini avait la motivation suffisante pour vraiment changer la donne ? En 2010, le public français assiste à la mort de Batman et Panini profite de son enterrement pour publier le premier numéro de Batman Universe. C'est un énorme succès. Rappelons que The Dark Knight, l'excellente adaptation de Christopher Nolan, est sortie en 2008 et... C'est quoi ce que je viens de voir passer super vite? On est en train de télécharger notre présentation de 14h. Vous aimez les vêtements saillants? Tout ce qui est très près du corps? Pourquoi? Parce que j'arrête. Bon, ne soyons pas obtus, c'est marrant. Néanmoins, cette pub illustre bien la tendance à la moquerie, plus ou moins gentille, dont les super slips sont victimes dans l'Hexagone. D'ailleurs, moi aussi, quand je lisais du super-héros à l'adolescence, je lisais de la parodie. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, la parodie est souvent une très bonne chose. Mais si le lecteur n'a pas connaissance du matériau de base, son opinion peut rapidement être biaisée. Le super-héros étant assimilé à une moquerie, il peut alors passer à côté de la richesse certaine du genre. Mais voilà, les années 2000 ont vu l'explosion d'effets spéciaux convaincants au cinéma. Des effets spéciaux qui permettent désormais aux super-héros de voler avec panache, ou d'exécuter des acrobaties défiant toute vraisemblance mais qui, putain, sont tellement jouissives à regarder. Le super-héros peut enfin s'éclater à l'écran et nous éclater la rétine. Pour ma part, c'est en voyant l'exceptionnel The Dark Knight en 2008 et le non moins exceptionnel Watchmen en 2010 que ma passion d'enfant pour les super-héros a ressurgi. En effet, le premier comic book que j'ai acheté, c'était Watchmen, parce que je voulais comprendre d'où venait ce film et voir s'il respectait l'œuvre originelle. La révélation a été telle que je me suis dit pourquoi pas continuer. C'est vrai, The Dark Knight adopte un ton très réaliste qui ne colle pas vraiment avec le souvenir que j'avais de Batman. J'étais bien loin de la réalité. Et donc là, tu te rends compte que cette passion ne date pas vraiment de mon enfance, bien qu'elle en contenait les germes. Ça fait seulement 5 ans que je lis des comics.
Un comic book, c'est pas forcément cher. Mais quand tu commences à les acheter par 10, là ça commence à poser problème et il faut se limiter. C'est pourquoi je lis essentiellement du DC et très peu de Marvel. Il faut dire que ce sont les super-héros DC qui ont bercé mon enfance, et même si la firme n'est pas à plaindre, c'est vrai qu'elle se classe derrière Marvel en termes de vente. Et j'ai un faible pour les plus faibles. Ainsi donc, ma connaissance dans ce domaine est encore à parfaire, et c'est peu de le dire. C'est pour ça que, quand je te parle de super-héros, c'est vraiment en toute humilité. Je veux te faire découvrir, comme je l'ai découvert, un genre qui, enfin, se démocratise correctement en France. Un genre qui est beau, riche et intelligent à tout point de vue. Lis des super-héros, bordel de merde. Car effectivement, en France, Superman n'a pas été publié sous le nom de Superman. Il s'appelait Yordi. Yordi. Superman n'est pas le seul super-héros à avoir vu son nom modifié. Notre chevalier noir préféré, par exemple. Il s'appelait les Ailes Rouges. Si, en 1940, sa cape était rouge. En France, en tout cas. Et en 1941, lorsque les États-Unis entrent en guerre, les super-héros, puisqu'américains, sont interdits en France. Parce qu'elle était occupée. À faire la guerre, oui, mais aussi par les nazis. Il faudra attendre la libération pour voir de nouveau poindre le bout du nez de nos encapés. À l'époque, par exemple, Batman se vendra à 300 000 exemplaires par numéro, ce qui est énorme. Et pas que pour l'époque, c'est vraiment énorme. Du coup, logique, en 1949, on censure. Et c'est pas logique du tout. En fait, le 3 juillet 1949, la loi 49-956 relative aux publications destinées à la jeunesse est votée. Cette loi stipule que Les publications visées à l'article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés crime ou délit, ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse, blablabla. la commission en charge d'appliquer cette loi voit donc les super-héros d'un très mauvais œil. Au même titre que la science-fiction d'ailleurs. C'est sûr, comment les enfants peuvent s'intégrer au monde du travail s'ils pensent que les hommes peuvent voler ou courir plus vite que la vitesse du son? Et entre nous, ces mecs qui portent des masques là, enfin je veux dire, ce sont les gangsters braqueurs de femmes et violeurs de banques qui mettent des masques et des cagoules. C'est donc tout à fait à juste titre que les super-héros sont censurés. Non mais... Bon, sans rentrer dans les détails, tout ça s'assouplit pour avoir un impact bien moindre vers le milieu des années 60. Mais la loi existait et existe toujours aujourd'hui d'ailleurs. En 1967, la Sage Édition publie de nombreux magazines regroupant les histoires de nos super favoris. Ils ont l'excellente idée de publier ces histoires dans l'ordre chronologique. Bon, après les séries changent souvent de magazines qui eux-mêmes changent de format et paraissent irrégulièrement, mais au moins, même si on ne sait plus quoi lire en premier et quand le lire, les séries sont publiées dans l'ordre. En parallèle, Reddit publie d'autres super-héros DC et quelques Marvel. Mais un autre problème se pose. Prenez ce DC Flash par exemple. J'ai sans doute eu la même réaction que toi quand je suis tombé dessus dans un vide-grenier. Oh, DC Flash trop cool, de vieilles aventures de Flash publiées en France, bien sûr. Sauf qu'au sommaire de ce magazine, on retrouve les Outsiders et Firestorm. Et a aussi été un carton, ce qui peut sans doute expliquer une partie du succès de ce magazine. Et c'est alors qu'en 2012, Dargo récupère les droits de DC et fonde Urban Comics. Urban Comics qui aura pour mission, entre autres, d'éditer et de diffuser largement DC en France. Ils ont eu un sacré coup de bol parce que c'est sensiblement à la même période que DC décide de relauncher son univers aux États-Unis. Un nouveau départ pour DC aux États-Unis, un nouveau départ pour DC en France. Et pour l'instant, c'est plutôt bien parti. Ah oui, tu auras remarqué que je parle davantage de DC que de Marvel. Et pour cause. C'est parti, on va parler de moi. Je suis né en 1990 et j'ai commencé à me souvenir en 1993, à la naissance des Minicums. Dans ma toute petite enfance, enfin avant mes 7 ans, j'ai évidemment regardé la télé. Cet écran 4/3 m'a marqué de bien des manières. Les Visiteurs m'ont amusé, Jurassic Park m'a terrorisé, Didier Lambrouille m'a interloqué, K2000 et Code Quantum m'ont fait voyager, et Batman et Superman m'ont fait rêver. Alors bon, en replongeant concrètement dans mes souvenirs, je ne peux que constater que ceci a bien vieilli. En considérant que George Clooney vieillit bien, eh bien, je peux dire que Lois et Clark, c'est plutôt Val Kilmer. Par contre, ça... Oh bon Dieu, j'en ai encore des frissons. Ce dessin animé est tout simplement dantesque, n'a jamais et ne sera jamais égalé. Point, fin du débat.
Y a pas de débat d'ailleurs. S'il y a bien une vérité dans ce monde, c'est que Batman la série animée est exceptionnelle. Elle a bouleversé toute une génération, la mienne. Et maintenant cette génération est majeure et peut aller dépenser son fric dans les aventures de son chevalier noir adoré. Ajoute à ça le succès des films de Tim Burton et plus récemment le succès de la trilogie de Christopher Nolan, et tu te rends compte que Batman fait vendre. Et Urban Comics l'a bien compris puisque le super-héros dont il développe le plus l'univers au rythme de ses parutions, c'est bien celui du Chevalier Noir. Il n'empêche que si l'enfant que j'étais avait pu voir un étalage rempli des aventures de Batman, Superman et autres membres de la Justice League, il aurait sans doute demandé quelques francs à sa maman pour pouvoir s'en acheter. Mais à l'époque, la mode n'était pas aux super-héros. En France, et ce depuis longtemps, on parle davantage des super-héros en les parodiant. Bon, c'est de moins en moins le cas, mais c'est vrai que la parodie est toujours présente. Y a qu'à voir ces pubs toutes récentes qui passent à la télé. Il arrive souvent que certaines séries de comic books aient un numéro 0, même si celui-ci apparaît après le numéro 1. Généralement, il a pour but d'expliquer les origines ou une facette des origines du héros. Si je veux te parler comics et super-héros dans cette chronique, il est temps que moi aussi je t'explique l'origine de ma passion. Et puisque cette raison est en partie liée à la publication des super-héros en France, eh ben je vais te parler de la publication des super-héros en France. Mais avant, quelques nananas. Petit historique. Superman, le tout premier super-héros, apparaît en juin 1938 aux États-Unis. Et il n'a vraiment pas attendu longtemps avant de débarquer en France. En même temps, il vole super vite, c'est normal. Enfin, c'est pas normal de voler super vite, mais s'il le fait, c'est normal qu'il mette pas beaucoup de temps avant d'arriver en France. Ah oui, petite parenthèse, qui dit comics ne dit pas forcément super-héros. En effet, Walking Dead est une série de comic books. Pourtant, tu n'y verras aucun personnage arborer fièrement une cape ridicule ou un masque qui coulole. Un comic book est une bande dessinée américaine, comme le manga est une bande dessinée japonaise. Néanmoins, l'industrie des super-héros aux États-Unis est une part importante des comics. C'est pour ça que par facilité, on utilise parfois le terme comics pour désigner une bande dessinée traitant de super-héros américains. Je dis américains parce qu'il existe évidemment des super-héros français créés par des auteurs français, ou des super-héros italiens créés par des auteurs italiens. Mais là pareil, je vais me contenter de parler des super-héros originels, des super-héros les plus connus et donc des super-héros américains. America! Et même si je parle de la publication des comics en France, je ne vais pas non plus m'attarder sur toutes les influences que notre beau pays a eues sur le genre super-héroïque bien avant l'arrivée de Superman. Voilà, le cadre est posé, on continue. Superman apparaît donc dès 1939 dans les pages de Spirou en Belgique et dans le périodique Aventure en France. Et dès ce moment, les ennuis commencent. Effectivement, nous sommes en 1939, année tragique puisqu'un séisme de magnitude 8.3 a fait 28 000 victimes au Chili cette année-là. Et il y a eu aussi la guerre, je crois, non Adolf Hitler... Ah oui, 1939 quoi. C'est donc dans ce climat délétère que Superman débarque en France. Superman, le surhomme. Il faut savoir qu'Aventure était publié par la SAG, dirigé par Ettore Carrozzo. Ettore Carrozzo qui était un immigré italien antifasciste. Et cet homme a donc permis la publication du surhomme, Superman. J'imagine qu'il a emprunté quelques raccourcis pour se dire que les nazis détenaient le monopole du surhomme, et que donc ce concept devait être fui à tout prix.